Donc, comme Sarah vous l'a dit, on va présenter un webinaire à trois. Donc, je suis Florian, gérant de Terra Balca, et je vais vous présenter donc avec mes collègues Valérie de Terra Lusitania et Christophe de Terra Hispania un webinaire sur le voyage de déconnexion en Europe verte. Donc, notre présentation va durer à peu près 30 minutes. Et ensuite, nous pourrons passer à des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Et Sarah va les publier à la fin des 30 minutes. On va essayer de faire le plus rapide possible, une présentation efficace, à trois, dynamique, pour vous réveiller le lundi matin, même s'il est déjà 11 heures. Mais donc voilà, vous connaissez déjà tous des endroits comme Séville, Dubrovnik, Lisbonne, Split, Grenade ou Porto. Et aujourd'hui, on vous emmène en pleine nature. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo de la présentation, ce sont des sites, des parcs nationaux, des sites complètement naturels sur nos trois destinations, et ce sont peut-être des images que vous assimilez pas à nos destinations. Donc, bienvenue loin de tout en Europe. Voici nos trois agences. Donc, déjà quelques images, et voici donc nos trois agences locales. Qui sont toutes les trois membres de Terra Group. Donc Terra Hispania en premier, qui est situé à Grenade depuis 2014, et donc Christophe est le gérant, et il y a des petites photos de toute l'équipe en dessous. Terra Lusitania, qui se trouve à Lisbonne depuis 2014, ils ont ouvert la même année, et qui s'occupe du Portugal continental, des Açores et de Madère. Et ensuite Terra Balca, qui est la plus nouvelle d'Europe. On est installé à Zagreb depuis 2017 et on s'occupe de la Croatie, de la Slovénie, du Monténégro, de Venise et de la Bosnie. Un petit peu. Ils sont en extension. Donc voilà, on a trois agences locales implantées dans chacun des pays avec des petites équipes et on fonctionne un petit peu de la même manière. Donc Valérie, quels sont nos atouts sur nos destinations? Déjà, on fait partie. Donc, bonjour à tous, hein, Valérie, en direct de Lisbonne. Déjà, on fait partie donc du réseau Terra Group, donc initialement formé en Amérique latine. J'ai d'ailleurs travaillé moi sur le Pérou et le Brésil avant de regagner l'Europe l'année dernière. Donc, on est tous basés sur nos destinations, donc grosse connaissance à chaque fois du terrain, avec des terrains de jeu plus petits. Donc, ça nous permet aussi d'aller plus facilement à la recherche de nouvelles activités, de nouveaux logements par rapport à l'Amérique latine où on était dans des pays avant un peu plus grands. Voilà, on travaille sur des devis personnalisés en fonction de vos demandes, famille, couple. On essaie d'être très réactif, d'autant plus en Europe, la réactivité est assez importante du fait que voilà le voyageur s'attend à une réponse assez rapide sur un voyage généralement peut-être plus court. On utilise Togo comme logiciel, donc comme sur les autres pays Terra, donc avoir un devis assez clair avec. Ah, on n'entend pas Valérie. Vous m'entendez peut-être? Si. C'est bon. Donc voilà, on essaie vraiment d'être personnalisé, réactif, et d'avoir toujours une assistance aussi sur place 24 heures sur 24 et service de conciergerie comme le fait l'ensemble des pays Terra. Maintenant, un petit point sur la situation qui nous lie tous ces derniers mois. Donc, on va revenir sur chaque pays, sur quelques éléments sur l'ouverture de frontières. Et on va commencer par l'Espagne. Christophe, dis-nous. Oui, alors bonjour à tous, hein, ici depuis Grenade. Donc, comme vous voyez, à peu près, en Europe, on a à peu près une situation très, très similaire à la France. Donc, pour l'Espagne, tout va bien. Aujourd'hui, quasiment toute l'Espagne en phase 3. On a même déjà trois provinces qui sont venues à la normale. Donc, sans aucune restriction, à part les lois qui vont être imposées dans toute l'Europe, on va dire le masque dans les lieux publics, car il n'y a pas la distance de 1,50 m. Grosso modo, tout reprend. On pensait même que visiblement, même, ça va même être avancé. À partir du 21 juin, tous les Français pourront venir en Espagne. Donc, on va commencer. Ça y est, nos
clients reviennent, commence à partir de juillet-août. Donc, grosso modo, la situation, d'ici à 15 jours, sera revenue quasiment à la normale. Sans doute quelques petites restrictions au niveau des restaurants. Ici à Grenade, l'Alhambra a rouvert. Elle rouvre après-demain, mercredi. Donc, c'est quand même aussi un symbole, on va dire, l'équivalent de la Tour Eiffel espagnole qui ouvre après-demain. Donc voilà, ici, grosso modo, d'ici à 15 jours, il n'y aura plus vraiment aucune obligation spéciale. Voilà, même qu'en France, hein, le masque, comme je vous ai dit, dans certains lieux où il y a des groupements de personnes assez importants. Donc, Valérie, maintenant, on va nous dire un peu pour le Portugal, qu'il en est. Le Portugal suit un peu la même, les mêmes instructions, enfin les mêmes évolutions, on va dire, que l'Espagne. Donc là, depuis début juin, les plages, les restaurants, les bars, les hôtels, donc ont entamé leur processus de réouverture. Donc on sent un retour à la normalité. Le Portugal a été un des pays à lancer son label aussi Clean and Safe. Donc justement, le ministère du Tourisme essaie de former les établissements, les opérateurs touristiques en vue de cette réouverture pour justement assurer une sécurité, une confiance, un retour à la confiance pour les voyageurs. Donc voilà, les piscines dans les hôtels sont réouverts, les restaurants. Donc on arrive sur le Portugal continental à atteindre une normalité. Et voilà, d'ici début juillet, on aura réatteint une normalité, une volonté vraiment d'accueillir à nouveau les touristes français et autres de l'Union européenne. Pour la partie île, par contre, il y a pour l'instant encore des restrictions, notamment sur Madère et les Açores. Pour l'instant, il faut présenter un test, en tout cas négatif au coronavirus. Donc pour l'instant, on est encore sur des mesures, comme les îles ont été peu touchées par le virus, on est encore sur des mesures assez restrictives. Donc on va voir l'évolution là justement ces prochains jours pour voir si ces mesures sont encore applicables cet été. Donc voilà. Et Florian, du coup, dis-nous ce qui se passe du côté de chez toi. Sur les 3 destinations, la situation est un petit peu différente. On imagine que pour cet été, les 3 vont être ouvertes et vont bien fonctionner. Mais à l'heure actuelle, il y a seulement la Croatie qui est ouverte complètement aux clients et aux voyageurs français, belges, suisses, avec une réservation touristique à l'heure actuelle. En Slovénie, ça a été ouvert. La Slovénie a fait marche arrière ensuite. Et donc, on imagine qu'avec les déclarations qu'il y a eu hier et qu'il y a aujourd'hui, ça va être ouvert dans les prochains jours. Et pour le Monténégro, ne faisant pas partie de l'Union européenne, la situation est un petit peu différente. On imagine aussi que ça va être bon pour cet été, mais on n'a pas encore l'assurance officielle. Voilà. Après, les 3 destinations s'en sont très bien sorties. Vraiment, au niveau sanitaire, il n'y a pas eu de crise finalement. La Slovénie et le Monténégro ont été dans les premiers pays même à déclarer la fin de l'épidémie. Nous, on a vécu ça en Croatie. Ça a été vraiment ça a été très bien géré. Donc voilà, la situation est bien gérée sur place. On attend un petit peu les dernières ouvertures officielles, mais pour l'été, ça devrait bien fonctionner. Voilà, donc je vais passer le mot à Christophe pour nous parler de la nouvelle production en fait et des nouveaux produits orientés vraiment Europe verte justement sur nos 3 destinations. Ouais, alors, tout à fait. Moi, c'est vrai que chez Terra Europe, on a commencé il y a à peu près 2 ans déjà à nous poser des questions sur nos nouvelles collections pour essayer de donner plus de sens au voyage, avoir des voyages plus responsables, qui s'intègrent mieux en général avec le pays, avec les habitants. Donc, on a naturellement, tous les 3, chacun de notre côté et également en collaboration sur certains sujets, développé une production basée sur 2 axes. Le premier qui est assez, surtout après cette période de coronavirus, c'est devenu encore plus important. Donc on s'est rendu compte qu'on était déjà parti sur la bonne voie. Donc, c'est une chose que nous allons accentuer tous les 3. Donc, avec une partie de notre collection basée sur la déconnexion ou la reconnexion. C'est justement ce qu'on va vous présenter un petit peu après. Donc avec des axes sur la nature, le bien-être, des endroits aussi le plus excentrés possible de tous les nœuds touristiques, ou alors essayer que les clients aillent justement dans ces points très touristiques pour bien voir une seule chose. Et
Donc, pouvoir également leur enseigner tout ce qu'il peut y avoir autour, que souvent les gens oublient. Donc, on essaye aussi de s'orienter vers un slow travel, voir si les gens ont envie d'allonger un petit peu leur voyage ou de rester plus de temps sur une étape et plus de rayonner autour de l'endroit où ils restent, où ils dorment. Donc, plutôt que d'avoir des circuits qui changent chaque nuit d'endroit, chaque nuit d'hôtel, essayer d'un peu de concevoir nos nouvelles collections en ayant le client un peu plus sédentaire, qui puisse profiter un peu plus justement de tous les logements qu'on a, qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc, on a une sélection de logements qui a été faite assez importante, avec beaucoup beaucoup de recos que nous avons fait, de reconnaissance dans certaines régions bien particulières. Donc, on vous en présentera quelques-unes également tout à l'heure. On s'est aussi axé sur plusieurs types de voyages qui peuvent être celui de la famille, par exemple. Quand on dit famille, ça peut être avec des enfants, mais ça peut aussi être avec une famille, même 3 générations qui viennent, les parents et les petits-enfants ensemble. Donc, essayer de donner plus de proximité, plus également d'activité, ce qu'on appelle le voyage prenant, d'activités qui correspondent à la personnalité de chaque client, plus un temps sur la personnalisation lors d'entretien, d'échanges que vous avez avec les clients avant de préparer. Donc, voilà, et en plus, tout le travail que nous avions fait avant de déconnexion, réconnexion, nous pouvons maintenant l'adapter beaucoup plus précisément, justement, avec des thématiques différentes à à chaque envie, à chaque même presque besoin, on pourrait dire, de nos clients. Donc, Florian va commencer un peu avec TerraBalk, quelques exemples, parce qu'on ne peut plus vous proposer tout ce que nous avons cherché, fait, créé, mais Florian, maintenant avec TerraBalk, ces nouvelles collections. À toi, Florian. Voilà, donc sur la Croatie, la Slovénie et le Monténégro, je vais vous présenter une expérience par pays en fait. Donc c'est vraiment pour réduire au maximum et vous donner un exemple. Et sur chacun de nos pays, il y a plein d'expériences qui sont possibles. Là, on a vraiment mis un petit peu les choses qui sont les plus dans la thématique, justement, les plus loin de tout. Donc je vais vous présenter 3 choses et puis ensuite quelques hébergements, quelques idées de choses un petit peu insolites en pleine nature. Donc là, c'est une expérience en Slovénie qu'on propose notamment aux familles ou aux couples ou aux petits groupes. En fait, ça s'adapte. C'est de rejoindre les 2 spots de Velika Planina ou Logarska Dolina. Donc, c'est 2 spots qui sont au nord de Ljubljana, à peu près à 3 quarts d'heure, entre 3 quarts d'heure et 1 heure et demie. Donc, Logarska Dolina est une vallée. Il y a une seule route pour la rejoindre et c'est une vallée vraiment de montagne où on trouve un petit hôtel spa et quelques fermes. Et on va y faire un séjour vraiment nature, déconnexion totale parce qu'on est loin de tout. On est en contact aussi avec les autres parce que c'est vraiment eux les connaisseurs de la vallée et puis ils vont pouvoir nous donner des endroits pour aller randonner en plus des choses qu'on va vous donner dans le carnet de voyage. Et voilà, donc, et Velika Planina, alors là, c'est les photos qu'on voit sur la présentation. C'est un plateau d'alpage qu'on rejoint en fait en téléphérique. On fait une demi-heure de route, 3 quarts d'heure de route depuis Ljubljana. On pose sa voiture, on rejoint tout ça en téléphérique et après on randonne sur le plateau et on va trouver en fait toutes ces huttes de bergers. Donc il y en a quelques-unes qui sont sur un confort un petit peu sommaire pour les voyageurs, qui ressemblent à des refuges de montagne. Et on peut aussi trouver des chalets avec petits jacuzzi, des chalets en bois avec des très belles vues aussi. Je vous en montrerai plus tard. Donc, ce sont vraiment des séjours d'immersion en nature, de randonnée, et on peut à la journée, à la demi-journée ou sur quelques heures. Donc, c'est vraiment une bonne expérience en pleine nature, assez zen, et où on va aussi pouvoir rencontrer un peu le mode de vie traditionnel slovène, parce que sur place, il y a encore des bergers. Donc, je pourrais vous donner plus d'indications, mais un petit peu les grandes lignes, ce sont celles-là et les photos vous aident à voir un petit peu les possibilités en famille ou en couple. Voilà. Deuxième expérience, en Croatie. Alors là, la Croatie, c'est toujours plus difficile de transmettre l'idée qu'on peut faire des choses loin de tout en nature parce qu'on a vraiment l'image de l'Adriatique et les villes qui sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Mais nous, on a sélectionné pour les voyageurs 3 îles qui sont l'île de Miette, l'île de Vis
et l'île de Lochine. Donc, ces 3 îles qui sont accessibles en véhicule avec ferry ou alors en passager avec ferry aussi, qui sont entre 3 quarts d'heure et 3 heures du continent. Et on va les trouver donc un petit peu entre le nord et le sud du pays. Elles ont trois vraiment, elles ne sont pas concentrées au même endroit. Hein. On peut faire les trois dans un même voyage en faisant un best-of de Croatie. Et sur place, en fait, c'est vraiment les îles les plus naturelles, les plus loin de tout aussi, parce que même si l'île de Miette est accessible depuis 3 quarts d'heure depuis le continent, en fait, c'est une île où on va faire de la randonnée, de la balade, il y a beaucoup de criques pour aller se baigner et elle n'est pas envahie d'hôtels. Les îles de Vis et les îles de Lochine sont aussi très préservées avec une nature très présente, beaucoup de pinèdes et beaucoup de sentiers de randonnée en fait. Donc c'est très facile que ce soit en famille, en prenant vélo, balade dans les pinèdes et baignade dans les criques, ou alors si on est un peu plus aventureux, on veut faire un peu plus de rando. Ces 3 îles sont assez bien, comment dire, adaptées en tout cas à tout public. L'île de Miette est vraiment la plus adaptée à ceux qui veulent faire de la rando. Donc, sur chacune des îles, l'idéal c'est de passer au moins 2 nuits, c'est le minimum. On ne fera pas moins, on ne dérogera pas à ça. Et sinon, ça sera entre 3 et 5 nuits, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà un petit peu pour la Croatie. Et ensuite, pour le Monténégro, l'expérience un petit peu la plus adaptée, on va dire, à une famille, par exemple, active avec des enfants, c'est le mélange, en fait, outdoor, activité vraiment de rafting, de randonnée dans les parcs nationaux du Sud, et la location d'une villa ensuite sur la côte, dans les Bouches-de-Côte-d'Or ou sur la côte adriatique. C'est vraiment le must, parce qu'on va faire un séjour actif d'une semaine, où les enfants vont en prendre plein les yeux. Il y a plein d'activités qui sont adaptées justement à chaque tranche d'âge. Et ensuite, on va aller se reposer dans une villa un petit peu loin de tout, justement, avec une belle vue. Et ça permet vraiment d'alterner le séjour balnéaire, actif. Et toute la partie active se fait vraiment en pleine nature, au milieu des lacs et des rivières. Donc, c'est très sympa. Donc, je vais vous montrer quelques idées d'hébergement. Donc, je n'ai sélectionné que des hébergements sur la Slovénie, mais on peut proposer la même chose sur les 3 pays. Je ne voulais pas passer d'un pays à l'autre pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Donc ça, c'est le type d'agrotourisme et ferme qu'on va trouver. On est toujours très bien accueillis et en fait, on parle de ferme parce qu'il y a un réseau de fermes en Slovénie, mais ça s'apparente plus à des maisons d'hôtes. Voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est écologe. En Slovénie, c'est très répandu, cabanes, écologe dans les arbres. On peut trouver à la fois des choses très romantiques et à la fois des cabanes qui sont plus typées famille. Voilà, donc ça c'est par exemple pour la déconnexion totale. Donc je vous ai montré des chalets type berger sur Velika Planina. Ça, ce sont des cabanes beaucoup plus confortables qui ont été vraiment créées plus pour les voyageurs et les petits séjours sur Velika Planina. Et donc là, on peut se déconnecter en total confort. Et enfin, par exemple, des hôtels dans les vignobles. Donc là aussi, on est loin de tout et on est vraiment en immersion autour de l'œnologie. Et le dernier, je crois, voilà. Ça, c'était dans la Lugarska Dolina, un type hôtel spa, donc vraiment à taille humaine, avec des très belles installations et dans des paysages qui sont vraiment très sympas. Donc voilà, on va passer à Valérie sur le Portugal. Bah oui, super. Merci Florian. Ça donne vraiment envie de venir vous voir. Écoute, bah alors du coup, moi, je vous emmène donc dans une autre ambiance, donc au Portugal. Alors, il y a pas mal de choses que je pourrais vous dire sur le Portugal, mais le temps presse. Je pourrais vous parler de mon vin de Porto favori, de ma passion pour les pastéis, ou du club de foot Benfica, mais on n'a pas le temps. Du coup, je vais me concentrer plutôt sur la partie nature du Portugal, s'éloigner un peu des villes, vous donner d'abord peut-être quelques inspirations, 6 séjours de dernière minute pour cet été. Pour essayer voilà de rester dans cette ambiance parc, réserve, petit village, donc loin des villes. Donc 4 inspirations pour la partie estivale. Donc d'abord le Minho.
qui est vraiment une des régions vertes, une des régions fertiles, collines verdoyantes, des vignobles. Donc voilà, cette partie nord du pays est assez intéressante, notamment l'été. Là, vous avez quelques images. On peut pousser aussi un peu plus loin vers le parc national de Gérès, qui est idéal pour les amateurs de randonnée. Donc énormément de sentiers de randonnée à travers lacs, cascades. Voilà. Vous avez randonnée à cheval, à pied. Ça permet vraiment d'avoir une partie nord du Portugal un petit peu hors sentiers battus, hors des villes un peu plus emblématiques qu'on a aussi bien sûr dans cette partie-là, comme Porto, Braga, Guimarães pour la partie culturelle. Voilà, on peut construire tout un séjour, on va dire, au départ de Porto, une petite semaine sur cette partie, voire 10 jours en prenant son temps sur cette partie nord. Si on va un peu plus vers le centre du pays, qui est aussi intéressant justement pour prendre un grand bol d'air frais, on a d'abord le parc, la Serra da Estrela, qui est peu connu finalement des étrangers. Les Portugais, c'est assez connu au Portugal, notamment pour le ski en hiver. C'est la seule station de ski assez petite. Mais en été, ça prend une autre dimension. C'est plutôt du coup de la randonnée, de l'escalade, du VTT. Donc pareil, ça peut être intéressant de faire une petite halte dans le parc qui est assez étendu, donc qui est assez intéressant. Si on descend encore un peu plus bas, ça touche globalement la Serra da Estrela. On a d'autres montagnes, Serra do Açor, Serra da Lusa et ces villages de schiste tout autour. Donc voilà, ça permet vraiment de faire une incursion dans les montagnes et de pouvoir randonner et de visiter certains petits villages de schiste. Donc ce que j'appelle villages de schiste, c'est des petits hameaux montagnards, des villages en pierre. Il y a pas mal d'artisanat, de miel. Donc voilà, c'est une région assez intéressante. On peut imaginer un circuit du coup qui partirait de Porto et en passant par ce centre autour de Coimbra, de faire les différentes montagnes et d'arriver sur Lisbonne, donc sur une quinzaine de jours l'été. Ça peut être sympa. Pas mal d'activités, j'en ai parlé, que ce soit de la randonnée, du kayak dans le parc de Gérès. Pour des activités un petit peu plus exclusives, un peu plus insolites, les tours en montgolfière qui se fait beaucoup dans le centre du Portugal, qui justement survolent ces parcs et ces petits villages historiques. Donc ça, c'est intéressant à faire aussi en famille ou en couple. Et donc parcourir, comme j'ai mentionné, là vous avez des photos de ces petits villages historiques. Alors là, vous avez Monsanto qui se mélange entre les roches et du coup les maisons en pierre. Et là, vous avez le petit village aussi de Piodang, qui est donc dans cette serra dont je vous parlais slide précédente. Donc voilà, pas mal de petites choses à faire cet été. Et en termes de logement, c'est un peu ce que dans le même esprit qu'a présenté Florian sur la Slovénie. Il y a pas mal de choix, une grande variété d'hébergements sur le Portugal, du plus luxueux au plus classique, au plus historique, insolite. Il y a vraiment pas mal de choses. Là, vous avez l'exemple d'une posada donc dans le Minho. Donc une posada, un hébergement dans un monument historique, un ancien couvent, généralement une ancienne bâtisse, une cabane là dans les arbres. Là vous avez un palace dans la forêt de Busaco, qui est une des plus vieilles forêts d'Europe, proche de Coimbra. Vous avez énormément de wine hotels, aussi vin de domaines, d'hébergements dans les vignobles, et pas mal d'hébergements autour des spas, de l'aspect thermal dans les montagnes, Serra da Estrela notamment. Je voulais vous montrer aussi quelques inspirations pour plus tard, du coup, justement sur la partie automne, là où il fait encore assez bon pour prolonger un peu l'été sur septembre-octobre. Donc pas mal de possibilités aussi. L'Alentejo est une des régions que je préfère, moi, au Portugal. Il fait très chaud l'été, donc c'est pas forcément le plus agréable en été. Donc justement sur la partie septembre-octobre ou printemps, c'est une région très agréable, plein de petits villages perchés. Là vous avez un exemple, village historique, beaucoup de vignobles, donc énormément de choses à faire autour de ça. Si on revient sur Lisbonne, assez proche de Lisbonne, vous avez des parcs, le parc
d'Arabida, l'estuaire du Sado. Vous avez plein de plages, marais salants, de flamants roses, observation d'oiseaux. Tout ça assez proche de Lisbonne. En fait, il y a tout un univers nature qui est idéal, que ce soit pour les familles ou les couples après l'été, qui est assez sympa. Si on descend plus vers le sud, donc en direction de l'Algarve, on a la Costa Vicentina, qui est peu connue aussi des étrangers, mais qu'on aime beaucoup à l'agence proposer, qui est justement entre l'Alentejo et l'Algarve. Encore assez nature, beaucoup de côtes, de petits villages de pêcheurs. Donc c'est vraiment une région qu'on aime beaucoup sur l'itinérant aussi pour aller jusqu'en Algarve. Donc une possibilité de circuit Lisbonne, Alentejo, début de la Costa Vicentina et de revenir sur Lisbonne, une espèce de boucle sur une dizaine de jours, ça peut être une option, ou quelque chose de plus panoramique de Lisbonne jusqu'à Faro, donc en passant par la Costa, cette fameuse Costa Vicentina assez sauvage. Donc en termes d'activité, pas mal de randonnées justement, mais une randonnée un peu différente de ce qu'on a vu sur l'été. Toujours le côté nature, mais du coup le côté qui suit la côte en fait, des sentiers côtiers. Donc ça c'est assez intéressant, plusieurs possibilités, soit circulaires ou soit itinérants qui descendent la côte, des balades à cheval, soit sur la plage ou côté terre, plutôt sur l'Alentejo. Énormément de choses liées au vin forcément dans l'Alentejo, dégustation de vin, des pique-niques champêtres. Et on propose aussi, ce qui fonctionne bien pour les familles, plein d'activités nautiques, donc observation des dauphins, du kayak. Là, vous avez une image en Algarve de la lagune Ria Formosa. Voilà, énormément de choses aussi sur le nautique qui peut être fait jusqu'à l'automne, vu que les conditions sont idéales. Et où dormir, pareil, énormément de choix. Alors là, j'ai plutôt sélectionné de côté un peu insolite. Dormir dans un ancien moulin, on a pas mal d'adresses. Le glamping qui se fait beaucoup aussi, que ce soit en Algarve ou dans l'Alentejo, donc les cabanes, les tipis, on a énormément d'adresses aussi insolites. Dormir sur un bateau, du coup une petite maison flottante en Algarve, donc ça change aussi des complexes qu'il peut y avoir sur cette région-là. Et une adresse que j'aime beaucoup, des cabanes, les pieds dans le sable. Faut pas être maniaque sur la partie. Il y a du sable dans ton salon, mais en tout cas, voilà, la petite cabane de pêcheurs sur Comporta, proche de Lisbonne, est vraiment sympathique. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu rapide de ce qui est possible de faire. Je pourrais encore parler des heures, mais on va aller sur le nord de l'Espagne faire un petit tour avec Christophe. Super Valérie, merci. Alors moi, pour finir un petit peu, justement, j'ai décidé de vous parler de deux régions, parce qu'on en a pareil, on en a tellement en Espagne. On a décidé de beaucoup développer les deux régions frontalières, aussi dans un souci de savoir que beaucoup de nos clients peuvent arriver en voiture. On a deux points d'arrivée qui sont assez forts en Espagne, qui est du côté de Bilbao, le Pays Basque, ou du côté de la Catalogne. Donc, ce qui peut permettre à beaucoup de clients de ne pas avoir à prendre l'avion, même avec beaucoup de nos agences partenaires, voire même leur proposer une petite étape à l'aller et au retour en fonction de leur région de départ. Donc, moi, j'ai décidé de terminer un petit peu sur un truc personnel que moi j'aime bien, en vous proposant justement cinq forêts qui sont justement liées un petit peu à ce besoin aussi de nature qu'on a tous après ce confinement et après la période qu'on a passée. Donc en Catalogne, moi j'ai vécu beaucoup d'années, 5 ou 6 ans, Catalogne est très bien. Donc on a toute la partie nord, à voir si je peux mettre une petite flèche, voilà. Non, pardon, excusez-moi. Tu fais disparaître. Voilà, donc on a toute la partie nord qui est juste avec la frontière. Donc tout le monde pense toujours Barcelone quand on pense à Catalogne, mais c'est vrai que nos clients peuvent passer uniquement une journée ou 2 journées à Barcelone. Ils ont la possibilité de découvrir tout ce qu'il y a autour, qui est beaucoup moins connu. Barcelone a été presque la dernière ville créée par les Romains en Espagne. Donc tout autour de Barcelone, il y a des villes qui sont préservées avec des choses magnifiques à voir. Donc moi je voulais en profiter pour vous présenter cette première forêt que moi j'aime beaucoup. C'est donc la forêt volcanique de Garrocha, qui elle est située vraiment collée à la frontière dans la zone des Pré-Pyrénées. Donc comme vous voyez, c'est des forêts assez particulières avec volcans autour. Trassil, c'est un parc national.
Donc, les clients peuvent le visiter eux par eux-mêmes, faire des petites routes simples. Il est possible de passer 2 jours, 3 jours pour faire du trek. Il y a beaucoup d'activités. Il y a les prés Pyrénées qui sont à côté. On a les fleuves, toutes les activités nautiques. En bas à droite, vous voyez des petites roulottes aussi, des petites roulottes avec des chevaux qui se chargent de faire visiter le parc. Donc, c'est un endroit qui est accessible à tout type de clients, parce qu'au final, vous êtes à 30 minutes de la mer et des côtes de la Catalogne avec Cadaqués qui sont fantastiques. Vous avez la possibilité, au niveau culturel, énormément de choses, avec le musée d'Ali, tout ce qui concerne également l'art moderne en Catalogne, et la possibilité d'aller à Barcelone, passer la journée, ou passer une nuit sur vos séjours seulement de 7 jours, et pour profiter de ce qu'il y a autour. Donc, c'est assez pratique. Une deuxième petite forêt que moi j'aime beaucoup, qui est juste à côté de Barcelone, vu que moi j'ai vécu dans le centre de Barcelone pendant très longtemps. Donc c'est ce qu'on appelle la forêt d'Orius, qui est à côté d'un petit village qui s'appelle Orius. Donc c'est un endroit dans ce qu'on appelle les forêts enchantées, un peu d'Espagne. Dans cette forêt, vous pouvez donc pareil, comme vous voyez là, vous voyez l'entrée de la forêt avec plusieurs chemins. Donc pas besoin de guide, vous pouvez vous y promener tranquillement. Tout est assez bien orienté, mais il y a comme une sorte de petit mystère qui est il suppose qu'un bandolero, donc est un bandit espagnol qui, je crois, il y a de ça peut-être un siècle, mais visiblement ce n'est pas le cas parce que ces statues n'ont que 50 ans. Mais il y a de nombreuses statues qui sont disséminées dans la forêt, comme ça au hasard. Vous avez un moaï qui peut vous apparaître, un éléphant sculpté, des petites caves, des signes qui paraissent venir du monde celte, mais qui ne le sont pas. Donc, l'auteur de ces statues, vous trouverez un panneau qui vous les indique. Des fois, il faut se balader, essayer de les trouver. C'est un peu le jeu. Il y a des gens qui sont allés 3 fois, ils ont réussi à trouver la piste pour quasiment toutes les voir. On vous donne les points GPS de chacune des choses à voir. C'est une forêt. Voilà, vous avez votre voiture, 20-25 minutes de tonne et vous arrivez dans un monde différent. Donc voilà, donc c'est une région, la Catalogne, que moi j'aime beaucoup. La deuxième région aussi qui fait partie du nord, donc très bon pour les autotours comme pour le nord de la Catalogne, mais là en arrivant du côté du Pays Basque. Alors là c'est pareil, on a la possibilité de proposer des voyages vraiment de toutes sortes, très verts. On a aussi Bilbao, San Sebastián qui sont deux villes pour ce qui concerne l'art moderne, la cuisine moderne. C'est la concentration de restaurants étoilés Michelin la plus importante d'Espagne, donc même pour les Français, avec la possibilité d'avoir des expériences culinaires vraiment impressionnantes pour un prix à moitié, voire au tiers du prix de France. Un repas dans un étoile Michelin à Bilbao, on l'oublie, mais c'est 60 €. Donc, ce qui est pour 13 plats, c'est une expérience culinaire qui est fantastique. Donc, une activité de proposer aussi bien la ville sur 1 ou 2 journées avec tout intérêt ou la campagne. Donc, justement, dans ce cadre-là, je vais vous proposer, vous allez voir un petit peu les photos, vous allez comprendre un peu mieux. À savoir que là, on parle de 3 régions, qui est la Galice-Turie, le Pays Basque et un petit peu la Navarre aussi, qui sont 4 régions très très petites, qui sont d'ailleurs celles qui sont passées, si je ne me trompe pas, les 3 des 4 sont passées en zone de normalité. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus de phase pour le coronavirus. Alors, quand vous voyez un petit peu les photos, vous pouvez avoir des spectacles. Il y a là pour cette forêt-là, qui est la forêt de Urbassa, qui est située également à côté de la frontière française. Vous avez des lagunes qui viennent du fleuve. Donc, c'est comme des mini-piscines privées que vous trouverez autour de la forêt. Mais vous pouvez avoir des paysages qui vont vous rappeler, moi qui suis de Normandie, qui vont presque vous rappeler le bocage normand avec les moutons, les petits vallées, et des maisons traditionnellement fastidieuses. Il y a très très peu de tourisme, un peu de tourisme national, mais très très peu de tourisme international. Et avec également des restes, parce que c'est vrai que toute cette partie de l'Europe, on oublie, il y a une influence celte très très importante. Donc il y a des monuments qui datent, des fois on ne sait même pas de quand ils datent. Comme vous pouvez voir, c'est cette petite photo, des restes de ponts, des restes de maisons. Et beaucoup de personnes parlaient il y a quelques années justement de ce qu'on appelle des bains de forêt du bienfait, mais dans ces régions-là, c'est des régions millénaires et ils ont toujours eu un attachement assez fort aux forêts. Je vais vous en proposer une autre que moi j'aime. Vous allez voir les photos. C'est la forêt d'Irati qui, elle, est déjà un peu plus centrale du Basque. Donc vous voyez les photos, on pourrait presque imaginer que c'est des photos du Japon. Alors là, effectivement, je vous ai mis des photos d'automne avec des arbres vraiment de toutes les couleurs. Et pareil, c'est un parc national, donc très très sûr. Peu importe l'âge, il y a la possibilité de faire des balades d'une matinée, une demi-journée, ou d'y passer 3 jours pour les plus sportifs et ceux qui veulent faire du trek. Donc c'est pareil,
une région vraiment fantastique, avec l'été, bien sûr, un climat très doux, moins chaud que nous, on est basé dans le sud de l'Espagne. Et un troisième endroit que j'aimerais vous enseigner, c'est ce qu'on appelle la forêt atlantique, qui est une sorte de bande de forêt qui va vraiment presque de Compostelle jusqu'à Bilbao, sur le côté mer, justement. Donc, alors là, c'est encore une autre zone complètement différente, avec des pins, des forêts sauvages, pareil, des plages qui sont très peu utilisées. Des plages dont tout le monde pense toujours San Sebastián, mais de San Sebastián à Oviedo, presque, Saint-Jacques de Compostelle, il y a également un nombre de plages et de bordées de forêts de pins énormes. Et on a aussi justement juste à côté, là, peut-être comme vous le voyez un petit peu sur la petite carte avec la petite flèche rouge là, qui descend en plein milieu, donc qui est vraiment sur le type de circuit que nous on aime proposer. Ça peut faire des incursions dans le territoire également en fonction des intérêts. On a aussi ce qu'on appelle les Picos d'Europa, qui généralement demandent, si vous décidez de monter très haut, ça monte jusqu'à 3000 mètres, avec des gîtes, des hôtels vraiment très anciens, construits ou chez l'habitant. On a des pics qu'on appelle les Picos d'Europa, avec les lacs de Covadonga. Ça paraît un nom un peu mais c'est les deux photos que vous voyez. Donc ces lacs-là n'ont pas besoin de guide de haute montagne. C'est justement tout l'intérêt. Il y a une série de plusieurs lacs qui est là, vous pouvez y aller toute l'année. Donc en été, c'est eau chaude, soleil et vraiment tranquille. L'hiver, les lacs sont gelés avec de la neige partout. L'automne, c'est les couleurs de l'automne. Donc c'est un endroit vraiment super intéressant qui peut se faire tout seul. On pousse aussi les clients à découvrir. On peut leur donner des options nous, sur chaque destination. Si vous dormez ici, vous pouvez aller visiter tel ou tel endroit, ce qui laisse un petit peu toujours encore un peu la place à la découverte et à la surprise pour les clients. Donc nous, en général, sur l'Espagne, c'est vrai qu'on a pris une tendance où on fait plusieurs types de vraiment énormes. C'est comme en France, vu que c'est le pays, un des pays les plus touristiques au monde. Donc là, je vous propose, comme vous voyez, là, à gauche, la première rurale, c'est une maison rurale typique de Galice, où avant le bas de la maison était vide, donc bâti sur des tout en pierre, qui maintenant beaucoup ont été remis de luxe, des fois en complexe, écologe, mais avec des maisons traditionnelles de chaque pays. Donc c'est une architecture que moi j'avais jamais vue avant, vraiment typique de la Galice. On aime beaucoup aussi les hôtels de campagne, les hôtels ruraux, donc le deuxième que vous voyez à droite, là, des architectures qui vont plus vous rappeler la France, qui sont de Catalogne, donc avec beaucoup de maisons en pierre blanche, mais des logements vraiment luxueux, des logements qui n'ont pas d'étoiles, qui sont juste considérés comme hôtels de campagne, mais vraiment avec un cadre fantastique. Donc pour les familles, bien sûr, avec piscine, spa et la possibilité d'être dans des petits villages, et justement tout ce côté hors sauvage. Tourisme international, je ne vais pas dire zéro, mais vraiment très faible. Lorsqu'on envoie nos clients dans des villes, parce que c'est vrai que même si on fait des séjours un peu verts, aller en Catalogne et ne pas voir Barcelone ou pas voir Bilbao, c'est toujours un peu décevant. Donc on peut orienter nos clients à y passer 1 ou 2 journées. On a toujours une petite préférence sur ce qu'on appelle les hôtels boutiques, qui ne sont pas spécialement tous boutiques, mais tous les hôtels qui donnent de l'importance à la conservation du patrimoine, à nos bâtiments, à une histoire qu'il peut y avoir, et non pas juste des grosses chaînes hôtelières avec des buffets qui, de toute façon, n'existeront sûrement plus. Mais on continue également aussi on apprécie tout ce qui est ce côté gastronomique, et effectivement, il y a aussi une sorte de luxe qui existe dans ces régions qui n'est pas spécialement cher au final, c'est une sorte de luxe du bien-être, du savoir-vivre. Donc c'est vrai que ce soit en Catalogne ou dans le nord de l'Espagne, au niveau de la gastronomie, c'est fantastique. Là, je vous ai mis, c'est un hôtel-restaurant tenu par un Français qui a 1 étoile également, au guide Michelin, qui est juste situé sur le bord de mer, un petit village entre Oviedo et San Sebastián, que personne ne connaît, mais avec justement toute cette partie du design moderne qui représente la Catalogne, qui représente le nord de l'Espagne, et également ce côté traditionnel, bord de mer, sauvage, très peu de gens. Donc on oriente principalement en fonction des clients, de leur intérêt, de leur âge, bien sûr, vu qu'on ne fait que du sur-mesure. On aura toujours une tendance à les orienter sur ces 4 types de logements, grosso modo, peu importe la région. Nous, on a une agence qui est située à Grenade, l'agence principale, une antenne à Barcelone. Aussi, ce qu'on a oublié de dire avec Valérie, c'est qu'on propose aussi depuis quelques temps des super combinés entre les 2 pays. Les clients peuvent arriver ou par le nord du Portugal, peuvent arriver par l'ouest, l'Estremadura ou Elva, qui sont encore des régions très sauvages qu'on propose aussi, ou par l'Andalousie.
également. Donc, faire un circuit andalou traditionnel de l'Andalousie et arriver justement dans la région préférée de Valérie qu'elle vous a exposé avant, qui est juste à côté, vraiment. C'est de Séville à Faro, c'est 1 heure de route. Et encore, c'est parce qu'il y a 2 péages qui ralentissent. Sinon, ce serait 30 minutes pour rejoindre les deux. Donc, c'est vraiment juste à côté. Donc, aussi la possibilité d'organiser ça. Donc, même des combinés, des triples combinés, hein, possibilité de faire un peu la France, le nord de l'Espagne et un peu le Portugal, si les clients en ont le temps, l'envie. Donc, aussi à vous de discuter avec eux, de leur proposer, parce que c'est vrai que le slow travel va être voyager maintenant, t'en voyager plus longtemps, et c'est l'avantage qu'on a avec le Portugal et l'Espagne. Donc voilà, c'était aussi pour vous proposer les logements. C'est vrai qu'on a aussi plein de logements, les cabanes dans les bois. Moi, il y a une chose que j'ai pas essayé, que je vais essayer avec mes enfants. J'ai le contact cirque du cirque qui est justement dans le nord de la Cannes. C'est aussi une possibilité. Vous avez la possibilité de dormir dans les roulottes du cirque avec le cirque qui est monté ou lorsque la troupe est dans le cirque. Ils font participer les enfants à des sessions de cirque parce que c'est l'endroit où ils dorment toute l'année lorsqu'ils sont pas. Donc, uniquement possible d'y loger lorsqu'ils ne sont pas en tournée. Mais on a également des tas de logements qui ne correspondent pas forcément à tous nos clients, mais on les a sous la main, on va dire, pour le client adapté. Donc voilà, c'est un petit peu ce voyage à travers, à travers les 3 forêts, la nature. C'est vrai que, comme vous l'avez vu, hein, pour les 3 Terra Europe, au final, on est tous sur la même longueur d'onde, on suit un peu tous les 3 le même chemin. Donc voilà, n'hésitez pas. Maintenant, si vous avez des questions, allez-y, hein, on est là tous les 3 dispo pour vous y répondre. Ou si on a oublié quelque chose, un petit détail qui vous manque, n'hésitez pas. On peut commencer avec les Balkans, si vous en avez envie. Une question pour Alors, toi. Voilà, le micro. On a des infos très contradictoires d'accès, en effet, pour les Belges et certains Français à l'arrivée en Croatie. Actuellement, pour la Croatie, c'est vraiment. En fait, il y a une exception pour les gens qui ont des réservations. Voilà, ça nous a été confirmé hier. On a passé la frontière hier nous-mêmes. On a testé en direct. Donc, on a eu cette info-là. Mais après, c'est vrai que ces dernières semaines, ça a beaucoup changé. Et étant donné qu'il y avait la date du 15 juin donnée par la communauté européenne pour un petit peu l'ouverture des frontières, on va avoir vraiment la garantie, moi je pense, d'ici demain. Je pense que d'ici le 16, on aura l'info beaucoup plus précise sur tous les sites. Je pense qu'il faut nous recontacter à ce moment-là. Il faut regarder sur les sites du ministère, des différents pays. C'est vrai que c'est pas évident de s'informer sur toutes les destinations et en fonction de la France, de la Belgique et tout ça. Donc je pense que d'ici demain, on aura plus d'infos. Donc n'hésitez pas à nous recontacter. Je croyais qu'on devait parler du Monténégro, Adeline. Alors on en a parlé un tout petit peu. On en a parlé un tout petit peu. On en a parlé. On a essayé de répartir sur nos 3 agences un temps équivalent à peu près. Donc moi, étant donné qu'on a 3 pays de notre côté, on a vraiment fait une expérience sur le Monténégro. Mais par contre, on peut en reparler à un autre moment, Adeline, par téléphone, ou alors un webinaire spécial pour toi. Voilà. Alors Valérie, tu veux peut-être commencer? Un voyage vert pour le maïs dans vos destinations. Oui, complètement. On peut imaginer. C'est vrai qu'on a plutôt des demandes. Enfin, c'est vrai que sur le maïs, on reste quand même pour l'instant sur des demandes sur Lisbonne, sur Porto. Mais oui, complètement. On peut imaginer justement d'aller sur l'Alentejo, d'aller sur le nord. Oui, complètement. C'est possible de proposer d'autres choses. Du coup, on a quand même pas mal, je vous l'ai dit, pas mal d'hôtels. Il y a quand même un large choix d'hôtels, de capacités, d'activités. Donc oui, ça pourrait se faire sur les régions que je vous ai présentées. Certaines destinations, on peut envisager du coup quelque chose d'un peu plus hors sentier battu que les visites de Lisbonne, ou combiner un Lisbonne et autre chose, ou Porto et ce qu'on fait aussi Porto et le Douro, Porto Minho, ça peut être une option. Oui.
Sur la Croatie, peut-être, je ne sais pas. Julie, pour un voyage vert, nous, sur nos destinations, alors la Croatie, ça va peut-être être mis de côté, parce que c'est vrai qu'on est plus sur les destinations, les villes principales, et ça va être difficile de sortir de ça. D'aller sur une île, c'est plus compliqué pour un MICE. Par contre, sur la Slovénie et le Monténégro, alors pour le Monténégro, depuis Podgorica, qui est la capitale, on peut se diriger vraiment vers le nord et de faire un événement un petit peu dans les montagnes, il y a des hôtels 4 étoiles et il y a pas mal d'activités et c'est très répandu. Il y a pas mal d'activités outdoor, d'adrénaline et tout ça. Donc, on peut proposer quelque chose dans ce sens-là ou en immersion, vraiment dans un refuge dans la nature et tout ça. Et sur la Slovénie, depuis Ljubljana, de toute façon, c'est le seul aéroport vraiment d'accès. Dans ce cas-là, on rejoindra Bled qui est à une demi-heure de l'aéroport. Et là, on est totalement dans un paysage très nature et on va être autour de Bled Voinj. Et donc là, il y a toutes les installations qu'il faut pour un gros groupe, des plus petits groupes et pas mal d'activités. Bon, pour l'Espagne, oui, sans aucun problème. Bon, c'est toujours la taille des groupes qui le définit, mais oui, on peut même mixer vert et balnéaire, parce qu'on a la chance d'avoir les côtes et la nature vraiment sur très, très peu de kilomètres. Mais effectivement, aucun problème pour le faire. Après tout, c'est toujours la taille du groupe qui définira le logement au final, mais que ce soit même en campagne, on a fait un récemment qui est situé justement entre la Navarre et la Rira, donc en pleine région complètement verte autour des vignes. Et voilà, c'était fantastique. On était en pleine nature, donc aucun problème non plus pour le faire en Espagne. Bon, oui, tout à fait. Oui. Juste à chercher Terra, Terra Espagna, Terra Balca, Terra Lusitania ou même Terra Group tout simplement. Et vous avez nos contacts pour qui que ce soit. Alors, quelle est la taille idéale pour les groupes question de Mathilde, toute destination? Nous, on s'adapte vraiment à la demande. Donc, on peut faire tout type de groupe. Pour nous, un groupe, c'est à partir de 1, à partir de 2. C'est ça. C'est un groupe de 2. Voilà. Mais après, c'est vrai que, en tout cas, pour Terra Balca, on fait très peu de groupes au-dessus de 20 personnes. C'est vraiment pour des événements très spéciaux. On fait plutôt nous, on est vraiment spécialisé sur les petits groupes autour de 10 personnes maximum. On s'oriente pas du tout sur les gros voyages de gros groupes. Oui, pareil, groupe à partir d'une personne. Voilà, de très gros groupes, c'est pas notre spécialité. C'est vrai que les groupes de 200 personnes, c'est moins notre spécialité. Mais oui, une vingtaine de personnes, 50, on s'adapte aussi. On choisit les lieux, du coup, plus en adéquation avec ça. Je sais pas si Christophe a rajouté quelque chose sur les groupes avant. Ça dépend tout du client. C'est vrai que le groupe est petit, plus on peut y mettre de nom, plus on peut y mettre du détail, plus il y a la possibilité un peu ça nous donne beaucoup plus de possibilités. Donc, c'est vrai que pour vraiment pouvoir profiter de son voyage, voilà, c'est un peu une décision. Tout dépend de quel groupe on parle, mais c'est vrai que lorsque c'est un groupe d'amis, même jusqu'à 20 personnes, on a la possibilité de proposer des logements qu'on ne pourra pas proposer pour un groupe de 50, par exemple. Donc, tout dépend de l'intérêt du groupe et de son voyage ou de ce qu'il veut faire pour son voyage. Mais je dirais que voilà, c'est plus le client et son besoin qui va définir si c'est pour entreprise, comme on parlait tout à l'heure dans le on va toujours faire plus détaillé, plus précis, plus beau, plus final. Donc, c'est un peu là qui déterminera, on va dire. Pour le Inter de 1 au Portugal, je te laisse répondre, Valérie. Oui, complètement. Si, on a travaillé sur le vin est quand même bien représenté au Portugal. Moi, j'ai été agréablement surprise du choix et de la qualité des vins portugais. Étant une Française, typiquement française, j'étais sur les vins français. Mais non, le Portugal m'a surpris sur ça. Il y a beaucoup de régions très agréables. On fait des circuits, notamment sur le Douro avec plusieurs visites de Quinta, de domaines viticoles. Sur le Tage aussi, la vallée du Tage, donc assez proche de Lisbonne, à l'Alentejo. Donc si on peut construire complètement un circuit sur ça. Je vais vous mettre, on a même
une collection vin chez Terra avec plusieurs pays représentés et des circuits du coup vraiment thématiques sur le vin. Je vais vous le mettre dans le chat. C'est des exemples, mais après on peut complètement travailler aussi sur du personnalisé en fonction de la demande des clients, de leur intérêt pour le vin, le nombre de jours qu'ils ont, mais complètement. C'est une thématique assez forte sur le Portugal. Christophe. Pour Mayer, mais effectivement, c'est peut-être là, ce qu'il faut voir, c'est avec la Belgique. On sait qu'à partir du 1er juillet, au plus tard, les îles qui sont déjà ouvertes, normalement, ça va être le 21 juin, donc seront ouverts à tous les pays sans restriction. Ce qui va déterminer, ça va être les restrictions nationales du pays de départ, non plus celles des îles. Mais voilà, nous, on a déjà, la semaine dernière, reconfirmé pour cet été, début le dossier, justement, donc Ibiza pour un client qui fait avec sa famille en ferry et en scooter électrique les Baléares. De notre côté, on n'en aura plus de restrictions. C'est vrai qu'après, chaque pays d'Europe va avoir encore les siennes. J'ai regardé. Mais en tout cas, de notre côté, absolument aucun problème. Aucune restriction vue. Bon. Merci Chloé, en tout cas. Bah voilà, c'est vrai que c'était le but en tout cas de vous donner, de continuer à garder le contact, évidemment d'être à votre disposition en tant que réceptif et puis vous donner des idées et des images d'une Europe, en tout cas notre Europe à nous, notre petite Europe à nous, de choses que vous connaissez moins. Bah super, je vois que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à nous. Véronique, elle a emballé aussi, donc merci pour ta présence en tout cas. N'hésitez pas, en tout cas, on renverra le replay et nos adresses de contact. Oui, je sais pas, Christophe, je t'ai coupé. Tu voulais dire quelque chose. Non, voilà, non, je disais juste, n'hésitez pas à nous contacter, étant donné que c'est vrai qu'on prend beaucoup d'attention à chaque dossier en particulier, puis une temps aussi courte, on peut pas non plus tout montrer, il y a sûrement plein de choses qui pourraient énormément plaire à vous. Alors, il ne faut pas tout présenter. C'est vrai qu'on a en général assez de temps. Notre on a développé en Europe sur les dernières années. On a beaucoup de choses vraiment très très belles. Juste les découvrir nous-mêmes, on a pris beaucoup de plaisir. Donc c'est pour vous tout ça. Parfait. Bon, on va vous laisser entamer cette semaine. Ah, je crois que Christophe en réclame. On va peut-être le mettre. On peut mettre nos trois emails de contact directement là, sur le chat pour que tout le monde les ait en direct. Moi, je vous mets l'email là qui va apparaître. Donc, contact @terra oui, je fais la même chose aussi. Vous pouvez aussi sur contact, ça marche aussi. Il y a plusieurs adresses. Vous pouvez sur contact. Voilà, comme ça. Le même principe. Bon. Eh ben super, on va vous laisser. Vas-y, Sarah, si tu veux conclure. C'est bon. Merci à tous, merci à vous trois pour cette super présentation. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer l'événement. Ils vont revenir vers vous par mail avec le lien du replay. Et puis, n'hésitez pas à les recontacter par retour de mail si vous avez des demandes ou des questions complémentaires. Eh bien, merci à vous tous et une très bonne fin de journée. Super, merci. Merci pour votre attention. Au revoir. Bonne semaine.